Donc, on voulait aussi, avant de commencer, rappeler les webinaires passés et à venir, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous qu'on vous propose. Donc, vous avez peut-être déjà participé ou suivi le webinaire Viticulture et agroforesterie, donc qui s'est déroulé il y a à peu près un mois. Décryptage du coup sur la circulaire, une nouvelle circulaire sur la superficie viticole plantée d'arbres, donc la possibilité d'implanter des arbres dans les parcelles en vigne. Donc c'est une bonne évolution favorable aux arbres. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de revoir le replay. On mettra le lien. Il y a également eu un webinaire sur MFR, donc matériel forestier de reproduction, et la plantation d'arbres hors forêt, avec le nouveau projet de règlement européen sur les MFR et quel impact pour l'agroforesterie et le lien avec végétal local. Voilà, plus technique sur le lien avec végétal local. Et puis donc aujourd'hui, on va parler du bonus et dans la PAC et du triplement de sa rémunération. Donc l'idée, c'est qu'on puisse comprendre comment obtenir ce bonus et le mobiliser, quelles sont les conditions. On va aller finement dans dans les détails et les questions que vous pouvez vous poser à ce sujet. Et le 16 avril prochain, à 11 heures, on va là également présenter les évolutions du cahier des charges Label E, cahier des charges gestion. Donc ça fait depuis 2019 que le label E existe. Et donc après plusieurs années voilà, d'expérience dans les territoires, de déploiement, on a fait évoluer quelques éléments de ce label. Donc là, vous pourrez les découvrir. Et le 27 mai prochain, ce sera des évolutions liées, évolutions législatives concernant la haie, avec la nouvelle loi d'orientation agricole qui a été votée en février dernier. Et donc, il y a un article, l'article 14, qui porte sur les haies et qui va faire évoluer certains éléments de la réglementation liée aux haies. Donc, on vous invite là aussi à participer pour bien prendre connaissance de ces évolutions. Voilà, et tous ces webinaires sont en replay ou seront en replay sur notre chaîne YouTube, Réseau et France, et sur notre site internet, et renvoyés à l'ensemble des inscrits également qui sont inscrits pour participer ou pour recevoir au moins le replay. Voilà. Donc, voilà, tout ça sera disponible et également le PowerPoint, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les éléments juste après le webinaire. Voilà, simplement. Donc bah voilà, on vous propose de commencer le webinaire sur le bonus et donc ce webinaire il sera composé de deux parties. Une première, celle concernant vraiment les modalités liées à la PAC, donc plutôt sur l'aspect quantitatif, le pourcentage de haies à obtenir, à avoir sur son exploitation agricole. Et une autre partie qui sera la deuxième condition, c'est celle d'obtention du label E, certification sur la gestion durable des haies. Donc vraiment deux parties. Et la première, donc ça sera moi qui présenterai. Et ensuite Maxence, que vous voyez à l'écran. Donc mon collègue qui présentera la partie label E. Donc, on vous a dézoomé un peu pour cette première partie. On a dézoomé le bonus E pour le réinsérer dans l'architecture de la PAC, la nouvelle PAC 2023-2027. On avait déjà fait des webinaires concernant les évolutions de la PAC, mais ça nous a semblé important de le replacer. Il y a eu des évolutions aussi de cette PAC en cours de route. Donc pour être bien au clair sur à la fois la définition de la haie, l'admissibilité, parce que tout ça va jouer sur le pourcentage de haies que vous allez, enfin qui sera attendu pour la mobilisation du bonus haie. Euh, donc, l'architecture de la PAC, elle est vraiment en deux grandes parties. Il y a tout ce qui est conditions de paiement, ce que vous voyez à gauche, et tout ce qui est paiement à droite, avec deux piliers. Donc, on parle de deux piliers dans le cadre de la PAC. Donc, le premier pilier, avec des aides directes, le deuxième pilier, des aides indirectes. Donc, sur la première partie, conditions de paiement, bah, la première chose, c'est la définition de la haie qui est importante à connaître. Donc, c'est une unité linéaire de végétation ligneuse, donc peut être implantée à plat, sur talus ou en creux, selon les régions auxquelles on est. Et donc, elle a une composition qui est faite soit d'arbustes uniquement, soit d'arbustes et d'arbres, soit d'arbustes et d'autres ligneux, comme les ronces, les genêts, les ajoncs, donc c'est des semi-ligneux, ou alors d'arbustes, d'arbres et d'autres semi-ligneux, donc le mélange de tout, ou alors uniquement d'arbres et autres semi-ligneux. Donc ça, c'est les compositions qui vont définir la haie dans la PAC.
Et les trouées doivent être de maximum 5 mètres. Au-delà, c'est une autre haie. Donc la trouée qu'il y a entre les deux haies n'est pas prise en compte. Et ce qui change par rapport à la PAC précédente, c'est que l'équivalence surfacique de la haie, c'est-à-dire la pondération qu'on va lui donner par rapport à d'autres éléments d'infrastructure agroécologique, est de 20 mètres carrés. Elle était de 10 mètres carrés dans la PAC précédente. Donc là, elle double d'équivalence surfacique. C'est-à-dire que pour 1 mètre de haie, vous avez 20 mètres carrés de surface haie équivalent pris en compte dans la PAC. Avant, c'était pour 1 mètre, 10 mètres carrés. Voilà, donc ça c'est la définition. Et sur l'admissibilité, donc toutes les haies sont admissibles jusqu'à 20 mètres de large. Donc c'est là aussi c'est une évolution, on prend plus de largeur de haies. Elles ne sont pas déduites des surfaces admissibles, elles sont bien comprises, donc on touche bien des aides sur l'ensemble de la SAU comprenant les haies. Et l'agroforesterie intraparcellaire est également admissible jusqu'à 100 arbres par hectare. On viendra un peu après là-dessus. Concernant les conditionnalités de la BCA 8, donc bonne condition agro-environnementale numéro 8, qui concerne le maintien des éléments topographiques du paysage. Euh, Là, il y a une évolution par rapport à 2023. Donc, l'évolution, ça concerne l'obligation au respect d'un taux minimal d'éléments favorables à la biodiversité. Donc pour laquelle en fait la France a demandé d'avoir plus de souplesse et donc ce qui a été supprimé pour la campagne PAC 2024 et à compter de la campagne PAC 2024, c'est cette obligation d'avoir un taux minimum d'IAE ou d'autres SIE. Donc du coup il y a plus cette obligation-là. Par contre, ce qui concerne la haie et ce qui est bien maintenu, c'est la question du maintien et de la taille. Donc sur le maintien, il y a une obligation du maintien de linéaire de haies, donc qui est soumis au régime d'autorisation pour déplacement, donc pour destruction et réimplantation. Donc on doit maintenir les haies sur son exploitation agricole. Et puis bah, il y a aussi la période d'interdiction de coupe et de taille, donc qui avant était du 1er avril au 31 juillet, maintenant qui est un peu évolué et donc qui est tendue du 16 mars au 15 août inclus. Sachant que vous êtes peut-être au courant, mais il y a des dérogations départementales qui peuvent avoir lieu sur vos territoires. Donc, il faut aussi se tenir au courant de ces éléments-là. Et que prochainement, donc, c'est pour ça que je vous invite à participer au webinaire du 27 mai, pardon, puisqu'il y aura aussi des évolutions concernant ces dates-là en application avec l'article 14 de la loi d'orientation agricole. Voilà pour cette partie conditionnalité. Et puis concernant du coup les paiements, donc le premier pilier, ce qu'il y a de nouveau dans cette PAC, que vous devez connaître, c'est l'éco-régime. Donc il y a bien sûr les paiements de base, mais en plus l'éco-régime, donc c'est une nouveauté qui vise à rémunérer les services écosystémiques rendus par des pratiques vertueuses, avec trois voies: la voie des pratiques, la voie des certifications, la voie des IAE, donc infrastructures agroécologiques. Il y a deux voies avec lesquelles le bonus est cumulable. Donc, c'est la voie des pratiques et la voie des certifications. Donc là, vous pouvez, d'ailleurs, il est nécessaire de s'engager dans une de ces voies en tant qu'agriculteur. Quand je dis vous, c'est en tant qu'agriculteur, s'il y en a parmi vous. Et donc là, c'est tout à fait cumulable. Par contre, le bonus E n'est pas cumulable avec la voie des IAE qui là ben, inclut voilà, plein d'infrastructures agroécologiques, pas uniquement la haie, mais donc étant donné qu'il y a un cumul possible quantitatif, du coup ça n'est pas cumulable. Voilà. Euh, donc, et concernant le deuxième pilier, donc là je zoome toujours sur la haie, il y a bien sûr bien d'autres MAEC par exemple de disponibles, mais concernant la haie, il y a la MAEC qui concerne la biodiversité, MAEC biodiversité nommée Entretien durable des infrastructures agroécologiques, IAE 1, tiré ligneux, bon voilà, c'est les termes consacrés. Donc c'est la MAEC 70.14 du plan stratégique national de la PAC. Et puis, donc, elle qui rémunère la gestion durable et sylvicole de quelques haies sur lesquelles l'agriculteur s'engage à pratiquer une gestion sylvicole dessus, des travaux de gestion.
donc qui est rémunéré à 80 centimes d'euros par mètre linéaire sur 5 ans, par an et sur 5 ans. Donc c'est vraiment un contrat sur 5 ans comme toutes les MEC. Et puis il y a également les aides à l'investissement. Donc là, c'est deux mesures et même il y en a une troisième qui peuvent être mobilisées du coup suivant les régions. Voilà. Donc on peut passer à la suite. Voilà. Bon, ça c'était assez long, mais alors souvent on nous pose la question du cumul hein, du bonus et donc j'en ai donné quelques-uns, mais avec quoi le bonus est cumulable en termes d'aide? Donc sur l'éco-régime, ce n'est pas cumulable avec la voie des IAE comme je l'ai dit, et c'est cumulable par contre avec la voie des certifications bio, HVE, CE2+, et la voie des pratiques. Donc ça c'est la première partie éco-régime. Sur la MAEC, bah, le bonus E n'est pas cumulable avec la MAEC biodiversité, entretien durable des infrastructures agroécologiques ligneuses. Par contre, il est cumulable avec toutes les autres MAEC qui ne portent pas sur la haie, évidemment. Et il est cumulable avec les aides à l'investissement liées aux haies, puisque ça porte sur la plantation et non pas sur la gestion durable des haies. Le bonus haie n'est pas cumulable avec les PSE. Les PSE, c'est les paiements pour services environnementaux. Donc, c'est une expérimentation qui a été mise en place par donc, le ministère de l'écologie et les agences de l'eau. Donc, c'est des PSE publics donc, qui vont évoluer encore cette année, mais qui seront toujours portés par des organismes publics. Euh, il n'est pas cumulable le bonus et avec des PSE qui intègrent une rémunération qui porte sur la haie et la gestion durable, parce qu'il y aurait cumul du coup des rémunérations publiques. Euh, mais par contre, c'est cumulable avec un PSE qui, lui, n'a pas d'indicateur relatif au haies. Tant qu'il n'y a pas de rémunération liée au haies dans un PSE, c'est cumulable. Et c'est cumulable avec un PSE privé aussi, qui peuvent se mettre en place quelquefois dans des territoires. C'est également cumulable avec les crédits carbone, donc certifié label bas carbone. Et à ce titre, on travaille aujourd'hui à mettre en place une certification conjointe label et label bas carbone qui facilite bien la double certification, label bas carbone et label E. Ça fera l'objet aussi d'un webinaire prochain. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit détail, je l'ai déjà dit, donc on va pas rester trop longtemps là-dessus, mais effectivement, pour bien avoir en tête hein, que la définition de la haie s'élargit dans la mesure où bah, elle prend en compte plus de largeur. Donc, dans l'ancienne PAC, c'était 10 mètres de large. Aujourd'hui, dans la nouvelle PAC, c'est jusqu'à 20 mètres de large. Donc, voilà, si vous avez des haies qui sont assez larges, bah, c'est tout à fait intégrable. Voilà. Par contre, des bandes boisées, on va dire, qui dépasseraient 20 mètres de large, donc on ne serait plus dans la haie. Et donc là, ça n'est pas considéré comme une haie. Voilà, tu peux passer. Alors, sur l'admissibilité. Euh, donc, enfin, les éléments qu'on va citer sont admissibles, sauf cas très particuliers. Donc, c'est assez complexe. Et donc, comme ce n'est pas un webinaire sur la PAC, on ne va pas rentrer dans tous ces détails et on renvoie vers des documents que vous voyez là, juste en bas, là, qui sont... ouais, merci Maxence, voilà. Qui sont très très bien réalisés avec des schémas. Donc, on va mettre le lien aussi dans le chat pour que vous puissiez les consulter. Voilà, qui permettent de donner des cas particuliers qu'on va pas voir aujourd'hui. Donc, de manière générale, les éléments et surfaces non agricoles, donc ce qu'on appelle les SNA, visés dans la BCA 8, sont admissibles, donc en particulier les bosquets, mares et haies. Sur les surfaces en terre arable et culture permanente, donc là on n'est pas en prairie permanente, les arbres disséminés, donc c'est-à-dire isolés ou alignés, d'essences forestières sont admissibles, ce que j'avais dit, hein, c'est une question de densité, dans la limite de 100 arbres par hectare. Donc les arbres fruitiers sont toujours admissibles, quelle que soit leur densité. Les autres éléments naturels de végétation ligneuse sont généralement non admissibles, mais peuvent l'être en partie sur les parcelles en prairie permanente pour ceux qui ont une surface de 10 arts ou moins, donc suivant les règles de prorata. Donc là, on rentre dans la notion de prorata qui est plus complexe à prendre en compte, mais voilà. Donc c'est pour ça que les documents que vous allez voir en dessous sont importants pour bien comprendre ça. Voilà pour cette partie admissibilité. Et donc si on continue. Voilà, et pour rentrer après dans le détail des fameux 6%
de haies attendues pour le bonus haies. Donc, comme je disais, 1 mètre de haie est égal à 20 mètres carrés. C'est l'équivalence surface X, c'est la pondération qui est donnée par la BCAE 8. Euh, donc c'est à la fois, vous voyez, dans la prise en compte de la définition de la haie, on peut avoir des haies qui sont larges jusqu'à 20 mètres. Et après, c'est dans l'équivalence surfacique pour les pourcentages à obtenir, où là aussi, on double l'équivalence et on passe à 20 mètres carrés. Donc, ce qui est attendu dans le cadre du bonus haies, c'est 6% de haies par SAU, enfin, dans la SAU totale. Donc ça représente une densité de 30 mètres linéaires par hectare. Donc comment se fait ce calcul? Donc c'est le petit détail juste en bas. Donc c'est 30 mètres linéaires fois 20 mètres carrés. Donc pour donner une équivalence surface, ça fait 600 mètres carrés divisé par 10 000 mètres carrés qui représentent un hectare. On obtient 6%. Donc voilà, la densité minimale requise pour répondre à cette première condition des 6%, c'est 30 mètres linéaires de haies par hectare. Voilà. Et donc, la notion d'équivalence surfacique, bon, je vois pas très bien le chat en même temps, mais la notion d'équivalence surfacique, c'est euh, comment on arrive à traduire un élément en mètres linéaires, parce que là, on est dans des éléments linéaires avec les haies, hein, en surface qu'on va, en équivalence de surface, à laquelle, du coup, c'est la notion d'équivalence, on va donner une valeur, un poids en termes de surface dans la PAC. Et donc ça, c'est des pondérations que donne la conditionnalité. Et donc pour la haie, c'est 20 mètres carrés. Donc 1 mètre linéaire de haie réel sur la surface, sur la surface de l'exploitation, sur le RPG, est égal à 20 mètres carrés en calcul PAC. Voilà. Donc concernant du coup la rémunération et les conditions pour mobiliser le bonus et donc, comme je disais, il faut 6% de haies par SAU total admissible. Donc, c'est bien la surface totale admissible, dont 6%, je vais venir juste après, 6% de haies sur les terres arables. Donc, ça, c'est une double condition. C'est-à-dire qu'il faut avoir 6% au total de haies sur la SAU totale. Et en plus, il faut s'assurer qu'il y ait bien une densité aussi d'au moins 6% sur les terres arables. Et puis, bah, obtenir la certification gestion durable, label E. Et donc, ça ouvre droit à 20 euros par hectare de SAU total admissible par an. Ça, c'est la rémunération donc, qui a été revalorisée. L'année dernière, c'était 7 euros par hectare par an. Et donc là, ça a été multiplié par 3 pour la PAC 2025. Donc ça, c'était des demandes que l'on avait faites bah, pour que ce bonus E soit attractif et rémunère vraiment les services rendu par la haie et le travail réalisé par les agriculteurs en termes de gestion durable des haies. Donc voilà, le ministère de l'Agriculture a entendu cet appel-là. Donc voilà, donc cette première condition, l'idée c'était parce qu'on a souvent une question qui est posée, est-ce que les exploitations agricoles qui ont par exemple 100% de prairies permanentes, donc pas de terres arables, peuvent-elles du coup prétendre au bonus haies? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les 6% de haies sur les terres arables, euh, c'est si l'exploitation, on comprend. S'il n'y a pas de terres arables, eh ben, il faut uniquement 6% de haies par SAU total. Voilà. Et donc, on vous a fait une petite modélisation, un exemple en fait de calcul pour voilà, voir comment prendre en compte cette double condition pour que vous soyez bien au clair, sachant que vous allez voir juste après qu'en fait, tout ça, c'est calculé automatiquement sur Télépack, donc vous n'avez pas à faire vos petits calculs sur un coin de table de ce que vous avez sur Terre Arable et ce que vous avez sur votre SAU total. C'est calculé automatiquement par Télépack. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée, une compréhension en fait de cette double condition. Donc, dans le premier cas, vous allez voir, la double condition est validée. Donc, il y a à la fois 6% de haies par SAU et 6% de haies sur les terres arables. Donc là, on prend une exploitation qui a 100 hectares, qui a 90 hectares de prairies permanentes et 10 hectares de terres arables, donc majorité prairies permanentes. En tout, 5 km de haies, donc 5000 mètres linéaires de haies.
dont 500 mètres sur les terres arables. Donc, on va regarder le calcul pour vérifier si les deux conditions sont valides. Donc, pour la première, le calcul, donc, c'est le total du mètre linéaire de haies de exploitation fois 20 mètres carrés, donc pour passer en hectares, hein, divisé par 10 000, on obtient 10 hectares de surface haie enfin, au total. Et donc après, on le divise, ces 10 hectares, par le total de la SAU et on obtient bien 10% de haies sur l'exploitation agricole. Quand on fait le même calcul, mais rapporté à la surface terre arable et aux haies qui sont dessus, on a 500 mètres de haies, fois 20 mètres carrés, divisé par 10 000, on a 1 hectare de haies sur les terres arables. Et 1 hectare sur les 10 hectares de terre arable totale, on obtient 10% de haies sur la part de terre arable. Donc là, les deux conditions sont validées, on est bien au-dessus des 6%. Dans le deuxième cas, on a 80 hectares, on a 10 hectares de prairies permanentes, 70 hectares de terre arable, donc majorité terre arable, c'est des exemples, hein, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. On a en tout 3 km de haies, 3000 mètres de haies, et 2000 mètres sur terre arable. La première condition, donc on regarde, on fait le même calcul. On a sur la partie de SAU total, on a 7,5% de surface et sur le total de la SAU, donc là, la condition est remplie. Par contre, quand on regarde le pourcentage de haies qu'il y a sur les terres arables, bah, la répartition n'est pas équilibrée, suffisamment équilibrée, et on est en dessous des 6%, on est à 5,7%. Donc là, la condition n'est pas validée. Ça veut dire qu'il y a eu trop de répartition de haies sur la partie prairie permanente et pas suffisamment sur terre arable. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel le ministère de l'Agriculture est très attentif, c'est que les haies soient aussi maintenues sur les terres arables. Il y a un enjeu de maintien sur les terres arables et pas uniquement sur les prairies permanentes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette double condition. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair. C'est un peu complexe ce calcul, mais au moins, voilà, on est allé loin dans le détail. Donc maintenant, si on rentre dans Télépack, parce que vous allez me dire, bah voilà, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vérifier cette double condition sans faire tous les calculs qu'on vient de faire là? Eh bien, il suffit de se connecter du coup sur votre compte Télépack si vous êtes agriculteur, hein. Bien sûr, là, on se place du côté de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Donc la première chose, c'est de vérifier que les haies sont déjà bien dessinées et présentes sur le terrain. Donc vérifier une concordance entre votre cartographie sur le RPG, le registre parcellaire graphique, et ce que vous avez en réel sur votre exploitation agricole. Parce qu'il y a des qui peuvent être manquantes, qui ne sont pas forcément dessinées, ou d'autres en trop. Donc il faut bien vérifier votre cartographie. Si on passe la diapo suivante. euh, donc là, l'idée c'est que si c'est pas le cas, vous pouvez mettre à jour votre tracé de haie. Voilà, c'est toujours possible de mettre à jour. Donc la Télépack normalement s'ouvre aujourd'hui. Là, vous pouvez faire la vérif tout à l'heure avec soit les agriculteurs que vous accompagnez, soit si vous êtes agriculteur. Et donc là, vous pouvez faire ces modifications. C'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de bien être sûr d'atteindre les 6% hein, de haies. Là, l'idée, c'est si c'est pas dessiné, si votre haie n'est pas dessinée sur le RPG, qu'il vous manque des haies qui sont pourtant présentes sur votre exploitation, souvent il y a une tendance en fait à la sous-déclaration des haies dans la PAC en SNA, donc surface non agricole puisque c'était une question liée à la conditionnalité, il faut avoir un certain pourcentage d'IAE ou de SIE, et souvent les haies n'ont pas été beaucoup déclarées. Donc là, ben, il ne faut pas hésiter à les déclarer pour aller chercher ce bonus haies. Et donc, ben, intégrer des haies dont vous avez la gestion, bien sûr, il faut que ça soit des haies dont vous avez la gestion. Il faut du coup, aller sur créer depuis ligne, donc c'est un petit icône dans Télépack. Dessiner simplement le trait de haie que vous voulez renseigner. Et après, on peut mieux caractériser sa largeur ou sa longueur. Si tu descends, justement, on a. Voilà. Donc, c'est.
une fois que vous avez dessiné votre trait et vérifié que les caractéristiques étaient les bonnes, là, la longueur de haie, après, sont calculées automatiquement par Télépac. Voilà. Et donc, vous pouvez vérifier effectivement chaque caractéristique par haie et par linéaire en termes de longueur qui est donnée. Voilà. Donc, on va pas rentrer plus. Voilà, là on peut modifier les dimensions. Si vous avez en termes de longueur le besoin de modifier les dimensions, là aussi c'est possible. Voilà. Et voilà. Et donc ça c'est la partie la plus voilà, importante. En fait, vous avez un bouton aussi pour télécharger à tout moment, à partir de votre déclaration PAC, le récapitulatif de. Donc je dis bien le nom en entier parce que c'est le nom du document. C'est la déclaration relative aux éléments favorables à la biodiversité au titre de l'écorégime et de la BCA 8. C'est un peu long, mais voilà, c'est vraiment le terme consacré. Et tout en bas, vous allez avoir, du coup, vous voyez, c'est l'item E, le taux de haies que je déclare sur mon exploitation agricole. Et donc, vous avez le pourcentage de surface et. Donc là, pour cet exemple-là, c'est 13,07 pourcentage de et par SAU total. Et donc là, on dépasse bien les 6%. Donc le bonus et peut être allé chercher. Et on a la double condition, comme je vous disais, Télépac calcule automatiquement la part de terre arable. Donc là, il y a 12,33% de haies qui sont réparties sur la terre arable. Donc là, on est bien au-dessus des conditions des 6%. Donc la double condition est respectée. Donc c'est là que vous pouvez aller vérifier ou inciter votre agriculteur à aller vérifier il obtient bien les doubles conditions. Alors, cette ligne-là d'autocalcul Télépac avait été retirée de Télépac en 2024 parce qu'il y avait eu des erreurs de calcul de la part voilà, du service instructeur PAC, enfin c'était l'outil en fait de Télépac. Donc là, on espère que pour 2025, ça a bien été réintroduit. On attend encore le retour du ministère sur ce point-là. Donc, bah, si vous avez l'occasion de vous connecter aujourd'hui, vous pourrez nous dire si c'est bien le cas. Voilà. Donc, j'ai terminé sur la partie PAC et cette première condition de 6% de haies par SAU total pour aller chercher le bonus E. Et la deuxième condition, c'est celle de l'obtention du bonus E. Et donc, je laisse la parole à Maxence pour ouvrir cette première partie. Deuxième partie. À toi. Merci Paul pour la présentation de cette ou de ces deux premières conditions. Donc effectivement, moi je vais aborder la deuxième condition, c'est celle de l'obtention de la certification bonus A. Pour être éligible au bonus A, il est nécessaire de s'engager dans le label A et de respecter au minimum le niveau 1 d'engagement du cahier des charges gestion label A dans sa version actuelle, la version V0. Cela représente une quinzaine d'indicateurs que je vais vous présenter juste après dans le détail. Les premiers indicateurs, ce sont des indicateurs qui invitent donc le gestionnaire, l'agriculteur ou l'agricultrice, à respecter un niveau d'exigence minimal. C'est d'abord d'engager toutes les haies et éléments surfaciques de sa ferme. Le label haie s'applique à l'ensemble des éléments qui sont en gestion et pas seulement une partie. Il est nécessaire aussi de maintenir ces éléments surfaciques, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de supprimer une haie, comme le prévoit également la BCA 8. Et puis, il est nécessaire de respecter la réglementation en termes de période de taille. Elles ont été présentées tout à l'heure. Elles sont généralement, enfin, le cadre général prévoit une interdiction du 16 mars au 15 août, sauf dérogation départementale particulière ou cas spécifique. Voilà pour les trois premiers indicateurs du niveau 1 du label Air. Ensuite, d'autres d'autres indicateurs là à l'échelle de la ferme et de la haie. On- Il y a un indicateur qui prévoit également de ne pas surexploiter le linéaire de haie.
Le prélèvement, il doit de 1 sur le cycle de gestion par an du linéaire. Et ce cycle de gestion, il dépend de votre territoire et donc des conditions de pousse, des conditions pédoclimatiques du territoire. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans. L'objectif de cet indicateur, c'est de ne pas faire de pillage. Donc, c'est de prélever dans la haie une quantité de bois qui n'impacte pas le cycle d'accroissement naturel de celle-ci. Un autre indicateur à l'échelle de la haie, c'est celui de l'absence de coupe à blanc, c'est-à-dire que la coupe rase des arbres de auget matures euh, est à exclure, car leur renouvellement sera très long. Donc, il est possible d'en couper certains pour faire une coupe et un abattage d'arbres pour retirer un peu les arbres matures, mais pas tous. Et afin de maintenir hein, le corridor écologique, afin de maintenir une continuité de la haie dans ses étages. Voilà. D'autres indicateurs concernant le renouvellement de la haie au moment de la coupe. Donc, il est impératif dès le niveau 1 de réaliser des coupes nettes. Donc, ce sont des coupes qui permettent de garantir la reprise de la souche. Donc, vous voyez à travers ces petits schémas que cette coupe doit être propre, nette, et elle doit également être au plus près possible du sol. C'est un autre indicateur, il ne faut pas que ce soit au-delà de 20 centimètres du sol. De manière à favoriser la réapparition de brins qui sont affranchis de souche, c'est-à-dire qu'ils repartent sur la création d'un nouveau système racinaire. L'entretien d'emprise de la haie doit également laisser un espace minimum pour le développement de la haie. Donc, on est sur une largeur de 50 centimètres de part et d'autre de l'axe de la haie. Donc, vous voyez ici, si c'est inférieur à 50 centimètres de part et d'autre de l'axe de la haie, donc s'il y a une gestion des deux côtés, ça veut dire 1 mètre de large, et ben, ça ne respecte pas les critères de niveau 1 du label haie. Donc, on va voir juste après des photos qui montrent à gauche plutôt les mauvais exemples, enfin, ce qui ne respecterait pas le label, et à droite, ce qui convient au label N. Donc, vous voyez sur la gauche des coupes qui sont ici mâchonnées, qui sont pas nettes. Euh, Vous avez ici des cas d'éclatement de souche en lien avec l'utilisation de machines qui vont venir fendre la souche jusqu'à la base. Et puis ici, on a aussi un exemple de pillage où 100% de la haie est prélevée, euh, ce qui ne correspond pas donc aux critères de niveau 1. En revanche, à droite, on a des coupes qui ont été bien reprises ici à la tronçonneuse pour favoriser hein, la repousse, hein, des exemples de recépage qui sont bien faits, à moins de 20 centimètres du sol et à partir d'une coupe nette. Sur les questions d'entretien d'emprise, on a également ici des mauvais exemples sur la gauche avec des brins qui sont, comment dire, prélevés alors qu'ils sont, qui sont pas des pousses de l'année. Euh, et puis, ces entretiens d'emprise sont trop sévères, trop larges. Ils ne respectent pas la physionomie de l'arbre, donc ils ne respectent pas le niveau 1 du cahier des charges. À droite, en revanche, on a des entretiens d'emprise qui correspondent à la pousse de l'année, donc qui limitent la progression de la haie sur la parcelle, mais de manière douce. Et c'est valable dans le cadre du niveau 1 du label haie. Un autre indicateur, celui de la repousse après la coupe d'exploitation. Donc, vous venez de faire une coupe de recépage des noisetiers, par exemple, sur votre haie. Vous devez faire en sorte que les animaux d'élevage ne viennent pas pâturer les repousses. Ces repousses sont particulièrement appétentes, donc il convient de les protéger, de les mettre en défense avec une clôture pour éviter euh, que les animaux viennent consommer les nouveaux brins, les brins d'avenir qui vont assurer la pérennité de la haie. On n'a pas le droit donc de laisser les animaux pâturer cette haie. On n'a pas le droit non plus de venir broyer derrière une coupe qui aurait été faite à la tronçonneuse
On n'a pas le droit de venir broyer les repousses, parce que ce sont des pratiques dégradantes qui amènent à la disparition de la haie. Donc, au contraire, on veut laisser cette haie grandir et le broyeur pourrait être passé à côté de la haie sur l'espace euh, qui laisse un minimum vital de la haie de l'ordre de 1 mètre de large pour le niveau 1. Quelques exemples illustrés, enfin, ces cas-là donc de recépage qui a été fait dans un premier temps, puis de broyage qui sont venus casser finalement la dynamique végétale qui a été permise par le recépage. Donc là, on a des mauvais exemples à l'image, et ce genre de pratique ne respecte pas le niveau 1 du cahier des charges. Un autre indicateur, celui qui concerne les haies basses taillées au carré sur les trois faces. Le niveau 1 du label demande à ne pas tailler en dessous de 1 mètre de haut et de manière inférieure à 1 mètre de large. Globalement, il demande également aussi de ne tailler que les repousses de l'année. Ce qui fait que les coupes qu'on voit apparaître ici sur la gauche, qui sont faites de manière nette, à l'aide probablement d'un lamier, elles ne respectent pas le cahier des charges puisqu'elles sont non pas sur les pousses de l'année, mais sur des grosses sections, ce qui va limiter, qui va accélérer la dégradation des sujets, des arbres, et donc c'est pas conforme à une gestion durable des haies. En revanche, on pourra imaginer faire reculer tout doucement les outils mécaniques pour que la haie prenne de la hauteur et remplisse plus de fonctions écologiques, mais également soit plus dans un respect de la physionomie des individus, des arbres et des arbustes. Autre pratique dégradante qu'il convient d'arrêter dans le cadre du niveau 1 du label, les questions liées aux brûlis, hein, les brûlis des rémanents issus des coupes ou de l'écobuage de la haie sont interdits à proximité de la haie ou à l'écart, au cœur de la parcelle. Ce sont des pratiques qui ne respectent pas le niveau 1 du cahier des charges. De même que les traitements chimiques sur l'axe de la haie, c'est-à-dire traitements chimiques sont toujours possibles sur la parcelle, c'est des pratiques qui peuvent être réalisées. En revanche, sur la haie, il ne doit pas y avoir de traces et de pratiques de traitement phytosanitaire sur l'emprise de la haie. Alors, on vient de voir là l'ensemble des indicateurs du niveau 1. Euh, il y a eu peut-être beaucoup d'informations et de points de détail sur lesquels vous voudriez revenir. Moi, il y a plusieurs façons hein, de reprendre ça à tête reposée dans le détail. D'abord, il y a une plaquette qui vous sera mise en lien, qui est accessible sur notre site internet. Une plaquette qui présente ce que je viens de vous présenter avec les petits dessins, donc qui présente tous les indicateurs de niveau 1 du label. L'équivalent du niveau 1 du label, il est également retranscrit dans un formulaire que l'on a réalisé, qui est en ligne, que chacun peut compléter. Un agriculteur peut venir et renseigner ses pratiques, c'est tout à fait anonyme et ça lui permet de voir s'il respecte ou non le niveau 1 du cahier des charges, du label A. Et donc, ça vous permet aussi, il y a un petit rapport d'audit enfin, un petit rapport de formulaire qui est transmis à la fin du remplissage, qui vous permet de voir les points sur lesquels vous devez vous améliorer ou les points où si vous constatez que tout est bon, et ben à ce moment-là, vous avez aussi un lien vers les personnes ressources qui peuvent vous accompagner pour aller plus loin dans la démarche, et notamment dans les démarches administratives liées à l'inscription dans le label. Et donc, pour aller plus loin, c'est le troisième point, c'est la possibilité de vous faire accompagner par quelqu'un, par un technicien, une technicienne qui est agréé, auditeur label A, et qui peut venir sur votre ferme pour réaliser ce qu'on appelle, Alors non, c'est plus moi. pardon, qui peut réaliser ce qu'on appelle un pré-audit. Donc, c'est un audit d'entrée pour voir si on est effectivement en capacité de rentrer dans les critères du label. En fonction des territoires, en fonction des financements, des aides publiques, il peut y avoir
euh, ce passage de technicien peut être pris en charge ou pas. Euh, de la même façon, on a sur notre site internet Label A le lien vers toutes les personnes ressources de votre territoire. Il y a plusieurs onglets. On va voir ça en détail. Ce pré-audit, c'est un temps terrain, hein, comme je le disais, ça implique un déplacement. Il y a en général 3 haies qui sont sélectionnés pour faire un audit d'une durée généralement de 2 heures et qui aboutit à un rapport d'audit transmis à l'agriculteur pour que celui-ci puisse se positionner. Alors, pour une fois que vous avez vérifié que vos pratiques étaient bien éligibles au moins au niveau 1, vous pouvez aller plus loin dans la démarche de labellisation. Ça passe par formuler son engagement auprès du détenteur de la marque. Donc, c'est nous, c'est Réseau et France. Donc, vous formalisez votre engagement. Cela peut se faire en ligne. Enfin, on encourage même à le faire strictement en ligne, en remplissant un formulaire qui demande des informations de base de votre ferme. Donc, il y a ce lien qui est directement visible sur le site internet de labelhay.fr, là, sur le bandeau tout en haut de la page, demande d'engagement. Vous renseignez votre numéro de SIRET, les informations administratives classiques, et puis vous allez pouvoir être en capacité de signer votre contrat d'engagement. Ensuite, il y a une démarche qui est faite en ligne via un outil qui s'appelle YouSign et qui va vous permettre de signer ce contrat d'engagement directement en ligne. Donc, il n'y a pas de papier, a priori, sauf si vraiment il y a des blocages, mais tout se fait en ligne et peut se faire relativement assez rapidement, en quelques jours. Ce contrat d'engagement, c'est la première étape et c'est impératif de l'avoir, de s'engager auprès du label A pour obtenir la certification plus tard que vous devrez présenter euh, à la DDT. Donc l'étape d'après, une fois que vous vous êtes engagé dans le label A, il convient de faire sa demande de certification que vous faites auprès d'un organisme certificateur indépendant. Actuellement, l'organisme certificateur qui euh, est en capacité de faire des audits sur le label S, c'est Certis. Donc, vous voyez ici le contact et le logo. Euh, il réalise donc l'audit d'entrée. Il va rentrer, enfin, vous allez rentrer en contact avec cet organisme pour remplir un questionnaire. Ce questionnaire, c'est un tableau Excel, hein, tout simplement, où vous renseignez d'autres informations. Une signature n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez juste mettre votre nom dans la case signature. Ça peut permettre de raccourcir les démarches et d'éviter une impression, un scan. Et alors là, on commence à rentrer dans les délais très importants à respecter. Il convient ensuite Certis vous renvoie un devis et il convient que vous signiez ce devis assez rapidement pour espérer pouvoir valider le bonus A pour cette année. Donc avant le 15 juin, il convient d'avoir fait ces démarches, hein, de contacter Certis, de renvoyer les informations préalables, puis de signer le devis avant le 15 juin. On viendra en détail après sur les coûts de certification, mais je vous les présente quand même rapidement. La certification se fait tous les 2 ans et elle coûte, ce sont les chiffres mis à jour pour 2025, 561,50 €. Voilà. Donc c'est un coût à prévoir tous les 2 ans. Et l'audit d'entrée, quand vous avez renvoyé votre devis signé auprès de Certis, Certis doit revenir sur la ferme pour faire ce qu'on appelle l'audit d'entrée qui va venir certifier les pratiques. Cet audit d'entrée, il doit absolument avoir lieu avant le 31 août, puisque vous devez vous fournir un certificat auprès de votre DDT avant le 31 août. Donc, il faut que Certis soit passé avant. C'est pour ça que on vous dit qu'il faut absolument avoir renvoyé les informations auprès de Certis et pris rendez-vous avant le 15 juin. Parce que les délais pour que Certis vienne, ils peuvent être assez longs, surtout s'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Cependant, Certis est présent dans toute la France, dans tous les départements de la métropole, donc euh, ils sont en capacité de venir où vous soyez sur vos départements.
Voilà. Au moment, pour obtenir la certification, concrètement, Certis se déplace, vient évaluer vos pratiques. Ils vont venir évaluer vos pratiques sur le terrain, directement sur votre ferme, sur 3 haies sélectionnées en exemple. Et ils vont regarder les pratiques que vous avez réalisées sur ces haies un an avant. C'est-à-dire que s'il y a un vieux coup de lamier ou des pareuses que vous aviez fait à une époque où aujourd'hui vous ne faites plus cette pratique, à ce moment-là, cette pratique-là, si elle est constatée étant de plus de 2 années, plus de 1 an, elle ne sera pas retenue. En revanche, ils vont bien regarder toutes les pratiques qui ont été faites la dernière année. C'est ça qu'ils vont évaluer, qui vont vous permettre de rentrer dans le niveau 1 du cahier des charges. Si tout est conforme, vous obtenez alors le certificat label A et ce sera transmis par mail avant fin août, de manière à ce que vous puissiez vous transmettre ce certificat auprès de votre DDT pour justifier le fait que vous ayez coché la case bonus A. Ce certificat, comme Certis vient tous les 2 ans faire ses contrôles, il est valable 2 ans et il sera renouvelé lors du deuxième audit, l'audit de suivi qui va vous permettre de vous maintenir dans le label A 2 ans après. C'est-à-dire que ce certificat, il sera bien valable également en 2026. Si tout est conforme là, que vous faites votre audit en juillet, par exemple, de cette année, votre certificat qui sera délivré en juillet, enfin cet été, sera également valable pour l'année d'après. Une fois que vous avez votre certification, il sera nécessaire aussi de payer une redevance auprès du détenteur de la marque. Cette redevance, elle est de 100 euros. Et elle n'est pas tous les 2 ans, elle est tous les ans. C'est une redevance annuelle qui doit être payée tous les ans euh, auprès donc de Réseau et France. Une facture vous est envoyée sur votre mail et vous devez vous en acquitter pour vous maintenir dans le label. Pour vous maintenir dans le label, il convient aussi de progresser. Le label S est un label qui amène les gestionnaires de haies à progresser dans les niveaux et à acquérir progressivement des pratiques de plus en plus vertueuses et qui correspondent à une réelle gestion durable. Il y a 3 niveaux, le niveau 1 qui est l'entrée dans le label, puis le niveau 2 et le niveau 3 qui correspond à euh, des pratiques très vertueuses et qui favorisent entièrement la gestion durable des haies. Donc, vous voyez les petites marches là qui vous présentent les étapes. Il faut avoir acquis 100% des indicateurs que je vous ai présentés juste avant pour pouvoir rentrer dans le label et pouvoir avoir votre certificat. Ensuite, tous les 2 ans, il y a un audit qui est réalisé et vous devez alors euh, avoir 100% des indicateurs de niveau 2 au plus tard, vraiment au plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez dès le départ commencer à réfléchir à améliorer vos pratiques sur ces indicateurs-là. Mais au plus tard, au bout de 6 ans, vous devez avoir 100% du niveau 2. Et ensuite, au plus tard, au bout de 10 ans, vous devez avoir également le niveau 3, euh, où vous pouvez avoir 80% là, des indicateurs, c'est-à-dire que c'est en gros c'est 100%, mais on a une petite tolérance de 20% pour permettre à certains indicateurs qui peuvent être difficiles techniquement d'avoir des délais supplémentaires ou en tout cas que les écarts ne soient pas rédhibitoires et que si les pratiques sont difficiles, ça vous permet de rester quand même dans le label, mais d'essayer de progresser dessus sans sortir directement du label. Voilà. Donc, le maintien dans la certification, hein, c'est respecter et évoluer dans le cahier des charges, c'est-à-dire progresser dans les niveaux. Et puis, donc, comme on a dit, avoir un audit de suivi tous les 2 ans et payer sa redevance annuelle de 100 euros chaque année. Également, le PGDH, plan de gestion durable des haies, outil de planification qui permet de bien inscrire les travaux de coupe de gestion sylvicole dans la durée. Celui-ci doit être fait euh, dans les 2 ans qui suivent l'obtention du label A. Alors, si je récapitule un peu les étapes administratives, on va revenir un petit peu sur toutes ces étapes parce qu'il y en a plusieurs. On a conscience que ça peut être de but en blanc un peu lourd. Je vous les représente. Avant le 15 mai, vous allez être en capacité, donc dès aujourd'hui et avant le 15 mai, être en capacité de vérifier
que vous cochez la première condition ou les deux premières conditions sur les pourcentages de haies sur la SAU totale et sur les terres arables. Éventuellement, vous êtes en capacité de modifier les surfaces non agricoles. Avant le 15 mai, vous avez aussi la possibilité, dès aujourd'hui, là, dès maintenant, de vérifier votre éligibilité, soit de manière indépendante, seule, à travers le formulaire d'auto-évaluation, soit en sollicitant un pré-audit auprès d'un auditeur agréé. Il y en a forcément, euh, il y en a certainement dans votre région. Vous avez des personnes en capacité de venir sur votre ferme pour réaliser cet audit. Et alors, lors de votre déclaration, donc avant le 15 mai, il faut cocher la bonus S si vous respectez effectivement les conditions qu'on vient de voir. Et une fois que vous avez fait ça, et même en parallèle, le plus tôt possible, c'est de demander et de faire vos démarches pour rentrer dans le label, c'est-à-dire de demander la demande d'engagement label L et de contacter l'organisme certificateur, donc Certis, pour signer le devis, pour valider un petit peu la prise de rendez-vous pour que Certis vienne faire l'audit d'entrée dans le label. Et avant le 31 août, bien avant, parce que le 31 août, c'est la date limite, hein, c'est avoir réalisé donc, son audit d'entrée, donc la venue de Certis sur votre ferme, pour fournir le certificat de labellisation. Au DDT, ce certificat qui sera valable donc 2 ans, comme je le disais. Voilà, donc on va voir un petit peu ces mêmes étapes, mais sur une frise, sur un calendrier qui reprend en détail tout ce qu'on vient de voir. Donc, ça peut être un peu la répétition, mais peut-être que c'est plus simple aussi de voir étalé comme ça sur une frise. Donc, ce calendrier, il commence tôt parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les pratiques pour s'engager dans le label, elles sont évaluées sur l'année d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites un audit, on va regarder les pratiques que vous avez faites l'année précédant l'audit. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez connaissance du cahier des charges 1 an avant votre engagement. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez bien au courant de ce qu'il faut faire pour respecter le niveau 1 du cahier des charges. Ensuite, donc pour le 15 mai, remplir sa déclaration PAC, faire des modifications si nécessaire. Euh, voilà. Pour le 15 juin, au plus tard, il convient d'avoir fait toutes les démarches administratives pour entrer dans le label, demande d'engagement, contact avec l'organisme certificateur, signature du contrat d'engagement et signature du devis auprès de l'organisme certificateur. Pourquoi? Parce que ensuite, il faut que Certis, l'organisme certificateur, vienne faire votre audit d'entrée le plus tôt possible et avant la fin du mois d'août pour qu'il puisse être en capacité de vous fournir un certificat. Ce certificat, c'est celui-là qui fera foi auprès de la DDT à la fin de l'été, au 31 août. L'année d'après, ce sera la même chose, sauf que vous aurez déjà votre engagement dans le label. Et il conviendra. Et donc, il n'y aura pas nécessairement la venue de Certis, il y aura pas la venue de Certis puisque les audits sont faits tous les 2 ans. Voilà. Alors, le coût de contrôle, je pense qu'on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Je vous ai mis le montant. Je vous répète, ce coût de contrôle, il a lieu, il est valable pour 2 ans, c'est-à-dire que Certis vient faire un contrôle sur la ferme tous les 2 ans. Certis intervient partout en France avec ce coût-là. Il n'y a pas, en fonction de l'éloignement par rapport à leur siège social, une variation du prix, non. C'est pour tout le monde pareil. Donc 561,50 € pour 2 ans. À cela, il faut ajouter le coût de la redevance de 100 € par an. Donc voilà, vous avez une petite frise également là sur 4 années. Donc il y a des années où ça coûte avec le coût de contrôle en plus et des années, il n'y a que la redevance. Donc voilà combien coûte l'engagement dans ce label. Alors, je vais vous présenter maintenant trois exemples de modélisation économique qu'on a voulu faire pour illustrer ce que permet
ce que permettra le bonus haie comme valorisation économique de la haie en plus. Et compte tenu des coûts qu'on vient de voir, parce que s'engager dans le label haie, ça représente également un coût, mais on verra que celui-ci est largement, normalement, amorti par le bonus haie et toutes les autres valorisations possibles de la haie. Alors, le premier exemple, c'est celui, donc c'est une ferme fictive, hein, c'est celui de la ferme de Marie, qui a une ferme de 65 hectares sur laquelle il y a 3,5 km de haies. Ces 3,5 km de haies, ça représente donc 11% par rapport à la SAU. Donc, elle est bien éligible au bonus haie. Ce qui fait que 20 euros l'hectare fois 65 hectares, on arrive à un bonus haie qui permet de gagner par an 1300 euros. Cependant, à cela, il faut retirer un certain nombre de coûts liés à la certification et au prix du PGDH, hein, le plan de gestion durable des haies, qui est un travail conséquent. Euh, donc, le coût de contrôle, on vient de le voir, on a arrondi ici à 562 euros tous les 2 ans, plus la redevance de 100 euros tous les ans. Ça fait que par an, on a un montant lié à l'engagement dans le label qui est en moyenne de 381 euros. Il y a le coût du PGDH également, qui est ici de 1925 euros, mais qui est financé par la région, par le conseil régional de la ferme de Marie, à 80%, ce qui fait quand même un reste à charge de 385 euros. Ça fait que la première année, le gain total, quand on soustrait ces dépenses-là aux 1300 euros, le gain total est de 639 euros. L'année d'après, il est de 815 euros. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a plus le coût de la certification, mais il y a le coût de la réalisation du PGDH. L'année 3, bon, ben, il n'y a plus le coût du PGDH, mais et il n'y a pas non plus le coût de la certification. Et il y a le coût, pardon, de la certification. Donc, on revient au montant de 639 euros. Ensuite, en année 4, une fois que, il n'y a plus ce PGDH à financer, on est sur un coût, enfin, une valeur ajoutée de 1200 euros. Bon, au global, sur 4 ans, la moyenne, c'est quand même un gain de 823 euros permis par le bonus haie sur cette ferme de 65 hectares. Alors, on va complexifier un petit peu les exemples parce que là, c'est quelque chose d'assez théorique, mais qui commence déjà à amener une idée. Sur le deuxième exemple, c'est la ferme de Laurent, 65 hectares également, le même linéaire de haies. Sauf que Laurent, sur sa ferme, il va valoriser un petit peu le bois en vendant 23 tonnes de bois plaquettes pour la filière bois énergie. Ce qui lui rapporte, en plus du bonus, est 467 euros. Euh, donc, il y a ce gain-là, et il y a aussi le gain évité, puisque en entrant dans le label, il a limité ou évité de faire l'entretien d'emprise. Donc, on a évalué ça à 285 euros par kilomètre de haie, ce qui représente un gain également de l'ordre de 1000 euros ici, sur une évolution de ces pratiques qui sont plus économes et qui évitent des déplacements d'outils. Voilà. Au final, là, le gain de l'atelier haie, il est plus important que précédemment, il est de l'ordre de 2700 euros. Et on retire de ce gain les mêmes chiffres qu'on a vus tout à l'heure, hein, sur le coût de contrôle, le coût de redevance, le coût de PGDH. Et on a du coup les chiffres suivants qui sont bien plus favorables quand, en plus du bonus haie, l'agriculteur trouve d'autres moyens de valoriser sa haie. Voilà. Et si on complexifie encore et qu'on améliore encore les voies de valorisation, sur ce troisième exemple, c'est un petit peu la même ferme, c'est celle de Bertrand cette fois. Il a toujours les mêmes surfaces, les mêmes kilomètres de haie. Il a toujours son bonus haie à 1300 euros. Il vend cette fois 7 tonnes de bois plaquettes pour la filière de bois énergie. Et il vend 17 tonnes de plaquettes pour la litière animale. Il met des copeaux de bois en guise de litière animale plutôt que de la paille.
Donc, en vendant ça, il a là d'autres ressources de valorisation. Il conserve également le coût évité lié à l'entretien d'emprise qui n'est pas réalisé, donc une valeur de 1 000 € supplémentaires. Et là, on a un gain de l'atelier haie qui est considérable à hauteur de 5 300 €. Quand on retire les coûts de certification et de PGDH, on reste sur une moyenne proche de 5 000 € euh, de gains permis par l'atelier haie en général, grâce au bonus haie, mais pas seulement, grâce aussi aux différentes voies de valorisation qui sont possibles sur son territoire. Voilà pour les exemples de valorisation économique. Euh, J'espère avoir été clair. Je vais passer la main maintenant à Marine, donc notre collègue du réseau Haie Normandie. Marine qui va vous présenter comment bien accompagner les agriculteurs, les gestionnaires dans ces démarches pour obtenir le bonus haie. Euh, voilà, Marine, si tu es là, je Merci te laisse la Maxence. main. Merci. Bonjour à tous. Marine Levrard, je suis coordinatrice responsable de réseau et Normandie. Et donc l'idée là, ça va être de vous présenter la manière grâce à laquelle vous pouvez devenir auditeur label E pour pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs dans cette démarche. Donc je te laisse afficher la diapo suivante, Maxence. Donc, en l'occurrence, au niveau national, nous en sommes à plus d'une centaine d'auditeurs label E pour pouvoir à nouveau accompagner au mieux les agriculteurs dans le cadre de certification individuelle ou dans le cadre de certification collective. On en a un petit peu parlé dans le chat pour répondre à quelques questions. Donc, en l'occurrence, en Normandie, aujourd'hui, nous sommes à 5 auditeurs qui ont obtenu leur attestation, mais il y a une trentaine de personnes qui sont en cours de formation, en cours de validation de leur attestation d'auditeur. Donc il y a tout ce travail en cours également qui est fait notamment pour répondre à cette forte demande dans le cadre du bonus. Donc comme c'est inscrit en bas de la diapo, il ne faut pas hésiter à contacter les référents régionaux du label. Donc, tous ces contacts-là sont bien disponibles sur le site internet du label E et de Réseau et France. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter, soit pour avoir des informations globales sur le label, soit pour pouvoir être formé et devenir auditeur ou relais du label, ce qui est possible également, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Pour donc accompagner les agriculteurs dans la mobilisation par rapport à ce fameux bonus E qui est l'objet de ce rendez-vous aujourd'hui. Donc vous avez là le listing qui est présent sur le site internet de tous les contacts qui sont disponibles, qui sont là pour vous aider et vous conseiller. Donc en l'occurrence en Normandie, c'est bien Réseau et Normandie qui porte ce rôle-là, cette mission-là de référent label. Alors qui est soit dit en passant aidé par le Fonds pour l'arbre. J'en profite pour le citer. N'hésitez pas, en fonction des structures que vous portez, à solliciter également ce fonds, notamment pour le label E et pour bien d'autres raisons encore. En tout cas, voilà, gardez bien à l'esprit que tous ces contacts sont disponibles en ligne et qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Pour toujours cet accompagnement dans le cadre du bonus et de toute autre démarche liée au label et à la certification, il faut savoir qu'il y a différents degrés de formation. C'est bien à ça que je voulais venir en parlant des relais, par exemple. Donc, si vous regardez le tableur qui vous est présenté, le volet 1 fait bien référence à ce niveau de relais. Typiquement, en Normandie, on a déjà accompagné des professeurs de lycées agricoles, d'établissements d'enseignement agricole, qui souhaitaient se former au label. Alors, non pas pour devenir auditeur, vous vous en doutez, mais plutôt pour être à même de pouvoir présenter le label auprès des apprenants, auprès des futurs agriculteurs, des futurs techniciens aussi. Et donc, ces professeurs ont obtenu l'accréditation de relais label E. Donc, vous ne pourrez pas les solliciter pour qu'ils viennent faire des pré-audits chez vous en tant qu'agriculteur. En revanche, ils ont bien cette attestation relais pour pouvoir parler au mieux du label en ayant connaissance de l'ensemble du cahier des charges, des indicateurs, etc., etc. Ensuite, en volet 2, et c'est la formation que je vais pouvoir vous détailler par la suite, on a bien un niveau auditeur du label E. Donc là, on va avoir 3 étapes pour pouvoir devenir auditeur et pour pouvoir aller
faire des audits, des pré-audits pour les agriculteurs qui souhaitent obtenir le label. Donc on va détailler ça tout à l'heure. Et le dernier volet, cette fois-ci, donc on est bien sur la certification collective en organisation collective de gestionnaires, OCG, pour là être vraiment dans une démarche d'accompagnement global d'un groupe d'agriculteurs. Par exemple, je suis un CPIE, un centre permanent d'initiative pour l'environnement. Je souhaite porter le label pour pouvoir le distribuer à des agriculteurs, donc une quinzaine d'agriculteurs sur mon territoire par exemple. Eh bien, je passe cette accréditation, cette formation pour devenir animatrice label et pour mon OCG, qui sera porté par mon CPIE, pour pouvoir ensuite apporter le label E à cette quinzaine d'agriculteurs qui souhaitent l'obtenir. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'animation, d'accompagnement auprès de l'ensemble d'un groupe, avec toutes les notions de financement que ça induit. On en parlait tout à l'heure dans le chat, avec un portage financier, alors administratif déjà, pour que ça ne soit pas un poids pour les agriculteurs. C'est bien le groupe qui gère, c'est bien l'animateur du groupe en tout cas qui gère la certification sur le plan administratif. Et je peux décider également pour mon CPIE de porter tout ou partie du coût de ce label, puisqu'il en était beaucoup question tout à l'heure, on en a beaucoup discuté dans le chat. Donc c'est aussi l'avantage énorme de pouvoir déployer le label en groupe. Voilà. Donc pour ce qui est de la formation auditeur, donc on va détailler un petit peu en quoi ça consiste. Donc en tout cas, en Normandie, on fonctionne de la manière suivante. On a une liste d'attente qui est ouverte tout au long de l'année. Et donc au fur et à mesure des contacts de techniciens qui arriveraient en poste, d'une collectivité qui souhaiterait se lancer dans la démarche, etc., on enregistre les personnes qui souhaitent se former au label et dès qu'on atteint un certain nombre de personnes, alors en moyenne on ouvre une session à partir de 10 personnes qui souhaitent se former, eh bien on détermine une date ensemble et puis on peut ouvrir une session de formation. Alors petit cas particulier, quand on a une structure complète qui souhaite se former au label E, par exemple, on citait les CUMA, eh bien on peut ouvrir une session dédiée à cette structure-là. Ça peut avoir l'avantage déjà du déplacement, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est nous qui allons vers la structure. Et puis, ça permet aussi, vous vous en doutez, de répondre à des questions très précises, très particulières qui concernent directement la structure qui souhaite faire la formation. Donc là, on détaille en 3 étapes cette formation auditeur. Donc, on a une première journée à passer ensemble. La matinée se fait en salle. On parle vraiment de la manière dont on peut déployer du label et à l'échelle de sa structure, de son territoire. Et puis l'après-midi, on va ensemble sur le terrain pour regarder tous les indicateurs en pied de haie, au pied de plusieurs haies, pour vraiment avoir de nombreux cas de figure, répondre à un maximum de questions et puis voilà, déployer vraiment l'ensemble des indicateurs. L'étape 2, elle se fait via un webinaire. Donc là, on est sur 2, 3 heures maximum, où on discute ensemble en visioconférence de ce cahier des charges via l'application. On a une application, Label E aujourd'hui, sur tablette, sur smartphone, qui permet à l'agriculteur de gérer ses en direct et qui permet aux techniciens d'accompagner au mieux, à l'animateur d'accompagner au mieux les agriculteurs. Donc il y a une formation à la prise en main de cette application. Et puis l'étape 3, c'est au technicien de la gérer finalement, puisque ça va être à lui de réaliser 2 pré-audits, donc 2 fois 3 et, pour pouvoir me les présenter, pour pouvoir discuter ensemble de ces pré-audits qui ont été réalisés, voir s'il y a peut-être encore des questions, s'il y a des points à ajuster. Et donc là, on compte une petite demi-journée à passer ensemble, donc là sur le terrain concerné par la structure du technicien, le territoire du technicien. Donc là, je me déplace et je viens auprès de la personne. Et donc, c'est bien Réseau et Normandie qui fait la démarche auprès de ce technicien. Pour ce qui est de l'accompagnement aux démarches pardon, d'OCG, là cette fois-ci on est dans un accompagnement permanent, j'ai envie de dire. Hein. J'ai vu que le CPIE de l'Orne était présent, donc typiquement le CPIE de l'Orne porte une OCG aujourd'hui, labellisée Label E, et donc nous on est vraiment là en veille, l'équipe de Réseau et Normandie, pour aider à toutes les questions qu'il peut y avoir au quotidien dans l'exemple de cet accompagnement-là. Et puis ce qu'il en a été également question dans le chat, alors c'était pour le plan de gestion, et là on est vraiment sur l'approche gestion durable globale via le label E, donc ça inclut aussi les plans de gestion durable des haies. On a un financement aujourd'hui en Normandie qui est porté par la région Normandie et l'ADEME dans le cadre du plan bois normand 2024-2026. Donc on est en partenariat avec la Fédération des CUMA Normandie Ouest et avec la SIC Bois Bocage Énergie, donc SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ces missions de déploiement du label E à l'échelle régionale, on a du financement sur les formations d'auditeurs. Donc aujourd'hui, elles sont prises en charge à 100%.
Tous les techniciens qui souhaitent se former en Normandie aujourd'hui peuvent le faire sans avoir de coût de formation. Et puis, sachant que derrière, il y a tout un accompagnement qui découle du financement à nouveau de ce plan bois via la région et l'ADEME. Donc, la circonstance, en tout cas globale, le contexte actuel en Normandie fait que, voilà, il faut pas hésiter à se lancer dans les démarches pour accompagner au mieux ces agriculteurs. Voilà pour les formations, en tout cas, comment elles se déroulent en Normandie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Et pour le reste du territoire, en tout cas hors Normandie, n'hésitez pas à contacter soit Maxence, soit mes collègues en région, donc notamment au niveau Grand Ouest, Pays de la Loire, etc. On a beaucoup de collègues qui sont là pour vous répondre, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Marine. Euh, Merci à tous pour la suite. Je vous montre l'ensemble des éléments là qu'on a présentés. Sont également disponibles sur notre site internet. Vous les avez peut-être déjà vus dans le mail qui vous invitait à participer à ce webinaire. Donc n'hésitez pas hein, à aller sur le site labelhaies.fr dans Valoriser les haies. En bas, il y a le bonus haies de la PAC. Vous pouvez cliquer là et vous retrouvez toutes les informations avec la plupart des éléments qu'on vous a présentés. Il y a notamment tous les liens qui ont été remis dans le chat, qui sont également disponibles sur le site internet. Donc voilà, quand vous aurez la présentation, puisqu'on vous transmettra cette présentation, vous aurez aussi le support les liens actifs. Vous voyez là, quand je passe la souris dessus, ça permet de cliquer et ça va directement sur le site internet. Euh, donc n'hésitez pas à reprendre, à peut-être reposer un peu toutes les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'éléments aussi dans le chat. On, on y a apporté, je pense, des réponses. Il y a beaucoup de réponses qui sont, à mon avis, dans les documents qu'on a déjà produits. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à aller sur notre site pour récupérer des informations. Voilà. Et puis, eh ben, il me reste qu'à vous remercier pour votre participation. Euh, Paul, Marine, je ne sais pas si vous avez des choses que vous voudriez rajouter pour compléter. Euh, mais en tout cas, merci d'avoir été si nombreux. Euh, Bah, on peut finir de répondre aux questions ah parce oui, que il y c'est a un tout peut-être petit encore des peu questions en encore. cours. C'était hyper dense. Donc, enfin, en tout cas, merci pour toutes les interactions, les questions posées pertinentes qui apportaient, je pense, des réponses et des précisions à tout le monde. Donc, c'est un effort collectif qui était bien. On espère quand même avec Catherine, je sais pas si tu peux allumer ta caméra aussi, mais on espère qu'on a répondu au maximum. Euh, Alors, je pense qu'on n'a pas répondu à tout parce qu'il y en a beaucoup et Ah, j'ai que, dit un maximum, j'ai pas dit tout. voilà. Mais on essaiera de Mais faire au mieux. Et pour appuyer ce que disait Maxence, en effet, n'hésitez pas à aller sur le site internet du label E. Il y a également des documents qui ne concernent pas stricto sensu le label. Vous avez par exemple des itinéraires techniques sur la litière plaquette. Par exemple, voilà, si vous avez des agriculteurs qui souhaitent se lancer dans le paillage en litière plaquette pour remplacer ou compenser un petit peu la paille, et bien typiquement, vous avez une liste de documents qui est à disposition pour vous en tant que technicien, pour vous en tant qu'agriculteur. Donc ça, ce sont vraiment des documents qui sont là pour vous, qui sont à disposition en ligne sur le site internet du label, en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à vous aider de tout ce qui est mis à votre disposition.